Bonjour Monsieur Éric Maillot, Bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour résumer un peu mon enquête, le but, entre autres, c'est de comprendre les mécanismes et un peu les rouages de certaines inégalités de justice. Euh, et justement, ma première question, donc, on va prendre un exemple concret. En Mhm. avril dernier, une personne sans abri, un homme sans abri, a été condamné à 15 jours de prison ferme pour avoir volé une brosse à dents, des saucisses, en tout pour 20 euros de nourriture. Et l'affaire a été jugée à Bordeaux et la procureure au sein du tribunal avait requis 3 mois de prison ferme. Alors ma première question c'est, est-ce que ce n'est pas un peu sévère? Il est toujours difficile pour un professionnel qui ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants d'un dossier que de porter un regard sur le dossier traité par un collègue et de dire comme ça de but en blanc si c'est sévère. Votre interrogation portait sur l'injustice, donc ça laisse à penser que beaucoup de gens, et je suis d'accord avec vous, pourraient penser que pour un vol alimentaire, une telle décision est injuste. Ensuite, il faut connaître, et c'est important, et on pourrait par exemple invoquer en termes de droit l'état de nécessité. Dire qu'effectivement cet homme avait faim et c'était peut-être le seul moyen pour lui de ne pas mourir et que dans ces conditions, il aurait pu échapper, je dirais, à la sévérité du droit pénal. Reste après à connaître quel est son parcours, et ça, à mon avis, si une peine d'emprisonnement ferme a été requise à son encontre, c'est que très vraisemblablement, il avait un casier judiciaire relativement important, et ça me fait penser à un cas de figure que j'ai connu dans mon parcours, où vous aviez effectivement une personne d'origine étrangère qui s'était installée sur les bords du lac d'Annecy, et qui ne volait que des aliments, boissons, sandwichs, mais elle en volait 10 fois par an. Et au bout de 20 ou 30 condamnations, alors qu'il existe des associations, alors qu'il existe des systèmes qui permettent d'aider des personnes en détresse, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas non plus dire à quelqu'un, ben écoutez, vous êtes seul, vous êtes dans la misère, vous êtes dans la détresse, allez vous nourrir où vous voulez, la société vous nourrira gratuitement et allez voler votre nourriture où vous le souhaitez. Donc c'est toujours quelque chose de compliqué. 3 mois ferme pour un sandwich et une brosse à dents, on peut trouver que c'est sévère. Il faut voir après quel est le parcours de cet homme, si on n'a pas essayé de l'aider et si on n'a pas le sentiment que quelle que soit l'aide qui peut lui être apportée, il continuera à voler sa nourriture et au bout d'un moment, on ne peut plus considérer qu'il y a là un état de nécessité. Vous répondez un peu à ma question suivante, c'est, imaginons que vous ayez un cas similaire qui se présente, euh, qu'est-ce que vous prenez en compte au moment de choisir la peine finalement? Est-ce qu'il y a que l'état de nécessité ou il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu? Non, il y a d'autres facteurs. Il y a la réalité objective de l'infraction. Un vol reste un vol. Bon, l'état de nécessité, s'il était retenu, ferait qu'on ne peut pas en droit condamner la personne. Et si on est dans des situations intermédiaires, ce qui est presque toujours le cas, parce que considérer en France qu'il soit impérieux de voler pour manger alors que les restaurants du cœur existent, alors que d'autres associations existent, c'est quand même juridiquement un peu compliqué. Donc ça veut dire qu'on aurait pu faire autrement et on ne le fait pas. Donc ce qui rentre ensuite en ligne de compte, c'est l'aide qu'on a pu apporter ou la main que la justice même pénale a pu tendre. Ça n'est jamais de gaieté de cœur que l'on envoie quelqu'un en prison et je dirais la plupart du temps dans ces cas de figure, et donc j'évoquais un que j'ai personnellement connu au cours de ma carrière, c'est pas le seul d'ailleurs, on essaye souvent d'apporter une sanction relativement modérée, comme un rappel à la loi, comme éventuellement au bout d'un certain nombre de condamnations, un sursis mis à l'épreuve, où là on essaye, je dirais, de remettre un peu le pied à l'étrier social de cette personne en essayant de lui faire exécuter un certain nombre de stages, de réinsertion, en essayant de la remettre un petit peu dans une dynamique de travail et de sortie de sa détresse sociale. Et ça n'est que lorsque tout cela a échoué qu'au bout d'un moment, parce qu'on a le sentiment que cette personne, d'une certaine façon, ne veut pas s'aider elle-même. Alors, on peut porter un regard indifférent sur ces situations, mais à partir du moment où on pense que l'institution judiciaire a fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider, qu'on en arrive à une peine ferme, qui est le signe en gros que ça suffit, trop c'est trop en quelque sorte. Ma question suivante va avoir l'air un peu, on va dire facile, mais c'est le but. On oppose souvent à ces infractions, par exemple l'évasion fiscale ou les délits financiers, on va dire, qui coûtent beaucoup plus à la société qu'un simple vol. Alors, pourtant, ces vols, ce sont ces types de délits qui font la une ou qui font l'objet d'articles dans la presse.
est-ce que, est-ce que est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que la justice pouvait faillir à son devoir un peu d'égalité entre ces deux poids et deux mesures? La justice est humaine et peut se tromper. Ceci dit, il est tout de même important de rappeler qu'elle ne fait qu'appliquer les lois. Et c'est au législateur qu'il revient de créer des catégories d'infractions et de décider de ce qui est plus grave ou de ce qui est moins grave. Et en l'occurrence, la fraude fiscale, puisque là aussi il faut être précis sur les mots, l'évasion fiscale, c'est a priori, je dirais, l'utilisation de toute son intelligence pour se mettre dans une situation où on échappe à l'impôt. On en a beaucoup parlé à l'occasion notamment des Panama Papers, mais a priori l'évasion fiscale n'est pas une infraction, c'est simplement une capacité, une habileté à se mettre en dehors de la loi. Et on y consacre, enfin ceux qui le font, parfois beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, mais on n'est pas forcément dans la fraude fiscale qui, elle, mérite évidemment d'être sanctionnée et est poursuivie. Ce qui fait qu'on peut parfois effectivement avoir un sentiment d'injustice ou en tout cas d'une différence majeure, c'est que caractériser un vol, c'est en général extrêmement simple, c'est la plupart du temps reconnu et on n'a donc aucune difficulté à caractériser l'infraction. Caractériser la fraude fiscale, surtout lorsqu'on y a mis une énergie et une intelligence extraordinaire, c'est parfois beaucoup plus compliqué et on a parfois du mal à condamner les gens. Mais lorsque on arrive à caractériser une fraude fiscale majeure, les peines d'emprisonnement sont très largement supérieures à 3 mois de prison ferme. J'aurais une autre question, on va dire un peu différente. Au cours de mon enquête, j'ai été amené à rencontrer beaucoup d'avocats. Et c'est vrai qu'on entend ou on lit de plus en plus de la part des avocats, on entend un peu de plus en plus parler le mot fait peut-être un peu peur, mais d'un certain corporatisme des magistrats. Quand vous entendez ça, quand vous entendez ces déclarations, comme quoi les juges seraient au-dessus ou ne se remettraient pas beaucoup en question, qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réaction? C'est un vieux débat, une vieille affirmation qui me paraît très injuste. Je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de corporatisme chez les avocats. Je veux dire, avoir le sentiment, et qui me paraît noble, d'appartenir à une profession que l'on pratique souvent avec passion, c'est le cas de la vôtre, ça ne me paraît pas être infamant. Et pour autant, on vient tous d'horizons différents. Mais vous avez des collègues ou des confrères qui ont d'autres parcours. Dans la magistrature, et je le sais bien pour avoir été sous-directeur de l'École nationale de la magistrature, les parcours sont de plus en plus diversifiés. Ce qu'on appelle l'intégration directe, donc des gens qui ont été avocats, juristes d'entreprise, juristes dans une caisse primaire d'assurance maladie ou dans un conseil départemental, irrigue de plus en plus la magistrature et on est donc, nous magistrats, on provient d'horizons quand même de plus en plus divers et variés. Après, on exerce le même métier et au bout d'un moment, et on l'exerce à peu près tous avec un profond intérêt ou avec passion, mais je dirais ça n'est pas pour autant qu'on se sent au-dessus de quoi que ce soit. Je veux dire, on applique la loi, mais on y est soumis et un magistrat qui commet une infraction encourt les foudres de la loi pénale au même titre que n'importe quelle autre personne. Est-ce que vous avez l'impression au quotidien, est-ce que il y a des choses multiples qui qui semblent vous freiner dans votre devoir de rendre la justice, peu importe que ce soit matériel, que ce soit au niveau de la loi? Pas spécialement. On est tous confrontés à une difficulté qui est celle peut-être de l'évolution de la loi. J'ai le sentiment, bon, je commence à avoir presque 30 ans de métier, mais j'ai le sentiment qu'il y a 20 ou 25 ans, lorsque le législateur créait une loi, il le faisait réellement pour régir une situation sociale, apporter des réponses à une problématique donnée, et qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans un rôle un peu double de la loi. Certes, la loi cherche à apporter des réponses à une situation ou une problématique donnée, mais on peut avoir le sentiment que la loi est aussi un outil de communication politique. Que le camp qui vient au pouvoir, droite, gauche, nord, sud, centre, peu importe, mais je dirais ne se contente pas de régir la société, mais aussi d'essayer d'imprimer une marque politique au sens noble du terme, bien évidemment, mais d'imprimer sa marque dans la loi. Et c'est en ça que je trouve que la loi peut devenir un outil de communication politique, et il peut devenir parfois compliqué d'appliquer à une situation individuelle, puisque c'est ce que fait le juge, d'appliquer à une situation individuelle un outil de communication
qui du coup ne sert pas forcément à résoudre une problématique ou à apporter une réponse pénale, s'agissant du procureur de la République que je suis, à une infraction, mais dont on peut aussi se dire qu'il sert à autre chose que simplement à apporter cette réponse. Et il peut parfois être un petit peu difficile, et c'est important pour le juge de réussir, et c'est son rôle en tout cas, de s'abstraire. Le juge ne fait pas de politique. Ouais. En même temps, c'est un citoyen, il vit dans un univers qui est le sien, et on est donc nécessairement impacté par la politique, là encore, dans toute la noblesse du terme, bien évidemment. Mais c'est aussi pourquoi il ne faut surtout pas qu'on abandonne trop, me semble-t-il, la notion de collégialité. Et que les infractions les plus graves sont jugées à 3 et pas par une personne seule, et que l'on doit, autant que faire se peut, maintenir l'existence de voies de recours en appel, et éventuellement, si on considère que la loi elle-même a été mal appliquée, le pourvoi en cassation. Ça a certains coûts, mais il existe l'aide juridictionnelle. Je dirais, c'est ce qui fait qu'à mon sens, le système fonctionne à peu près bien, même si, et on avait évoqué au téléphone cette éventuelle problématique d'une justice à 2 vitesses ou d'une justice de classe. Il est certain que plus vous avez de moyens financiers, mieux vous vous défendez. Mais je dirais que plus vous avez des moyens financiers, mieux vous êtes conseillé sur un plan fiscal. Et si vous avez un problème juridique épineux, plus vous pouvez aller chercher des avocats extrêmement chevronnés qui vont pouvoir travailler des heures et des heures sur votre dossier. L'argent est un facilitateur en tout domaine, y compris en matière judiciaire. C'est le rôle de la justice, pas des juges eux-mêmes, mais de tout le système, d'essayer de lisser et d'éviter qu'il n'y ait trop de décalage entre les gens modestes, en termes de résultats, et les gens les plus fortunés. Mais en tout cas, ce système, me semble-t-il, de collégialité d'un côté et de voie de recours de l'autre, permet d'éviter une trop grande personnalisation et de se dire que la décision du juge est avant tout la décision d'un homme ou d'une femme et pas celle de la loi. Vous avez l'impression de réussir à réduire un peu cet écart ? Sincèrement, je crois que oui. Sincèrement, je crois que oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injustice. La justice est une activité humaine et il peut y avoir des erreurs. Ça, c'est inévitable et on entend, et vous avez interviewé beaucoup d'avocats, nombreux d'entre eux vous ont peut-être dit qu'ils avaient le sentiment que dans tel ou tel de leur dossier, leur client avait été victime d'une erreur judiciaire. Bon, s'ils ont exercé toutes les voies de recours, c'est une opinion contre celle de plusieurs juridictions, alors que l'avocat est nécessairement partial par profession. Il défend un intérêt, une cause, un homme ou une femme. Le juge, a priori, ne défend personne. Il se contente d'essayer, en ne commettant pas d'erreur de préférence, d'appliquer la loi à la situation à laquelle il est confronté. Un mot sur la présomption d'innocence. Est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce que vous avez déjà ressenti le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les salles d'audience, on juge d'abord un coupable plutôt qu'un innocent ? Non, ça je ne peux pas laisser dire ça. Ce qui est sûr, c'est que la présomption d'innocence, il n'y en a plus. C'est-à-dire ? Elle est violée tout le temps. Elle est violée tout le temps. C'est un débat qui est compliqué et que vous, médias, connaissez bien. C'est finalement la publicité qui est faite autour des affaires judiciaires et pour de nombreuses personnes, notamment de nombreux journalistes, finalement un gage de respect de la liberté. Cette espèce de peur d'une justice secrète, d'une justice aux ordres, que le secret favoriserait. C'est sans doute vrai. Il y a effectivement des grandes affaires qui sont nées par et grâce aux médias. C'est une évidence, c'est une réalité. Et il faut essayer de le préserver. Mais en même temps, l'éclairage brutal qui peut être porté sur quelqu'un, c'est aussi nécessairement une atteinte à sa réputation et à son honneur. Et cette atteinte ne va pas être la même, et ça n'est pas pour faire des catégories d'individus. Mais il est certain, par exemple, que vous êtes pris demain au volant d'un véhicule avec un taux d'alcool légèrement supérieur à ce que la loi autorise. Il y a de grandes chances que ça n'ait pas d'influence sur votre métier. Vous allez avoir une petite suspension de permis de conduire, vous allez travailler autrement, faire des interviews par téléphone. Il y a peu de chances pour que vous soyez licencié parce que, à la sortie d'un mariage, vous aurez bu un peu trop. Si demain je suis pris au volant de mon véhicule avec ce même taux d'alcool, je risque davantage. Parce qu'on se dira, mais il a une place publique, c'est lui qui vient dire à la personne, vous avez violé la loi et vous méritez d'être puni, et il le fait.
Donc l'impact n'est pas le même. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait réussir à trouver le moyen à la fois de rassurer les citoyens sur la possibilité d'une justice secrète et donc inquiétante, dont on pourrait avoir le sentiment qu'elle fait ce qu'elle veut en toute discrétion, et en même temps préserver effectivement la présomption d'innocence qui objectivement ne l'est plus. Vous entendez le débat tout récemment sur l'affaire dite de la petite Mélis. Ce sont des choses extrêmement compliquées et de fait, à partir du moment où on expose factuellement ce qui a pu se passer dans telle ou telle affaire, nécessairement le public qui écoute ou qui regarde en déduit une présomption de culpabilité. D'accord. Et c'est quelque chose d'important, et en tout cas dans l'enceinte du tribunal, que d'essayer là de ramener les choses à leur juste valeur, et c'est le rôle en tout cas du ministère public, non pas de dire que la personne est coupable, mais de dire qu'elle est effectivement présumée innocente, mais que tous les éléments qui figurent dans le dossier conduisent à pouvoir la considérer comme coupable, mais d'arriver à le démontrer. C'est le rôle du ministère public, du procureur de la République notamment. Ça, c'est pour des affaires, on va dire, plus médiatisées concernant des personnes influentes, mais concernant je vais utiliser l'expression, mais de délinquants de droit commun, on va dire. Prenons l'exemple de quelqu'un qui sort de détention provisoire, qui va être jugé. Ça augmente ses chances d'être condamné. Et il y a aussi des articles qui sont sortis sur les box des accusés qui, au niveau de l'image de la personne qui est jugée, lui fait partir un peu avec un handicap. Est-ce que ça pose pas un problème finalement pour rendre la justice de manière équitable ? C'est effectivement une difficulté et vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme est attachée à l'impartialité et j'allais dire presque surtout à l'apparence d'impartialité. À mon avis, le terme, quand on prend le temps d'y réfléchir, se comprend tout à fait. Dit comme ça peut être un peu dangereux parce qu'on peut aussi penser que finalement l'apparence compte plus que la réalité. Et lorsque notamment c'est un argumentaire qui commence effectivement à être soulevé en indiquant que les box dans lesquelles peuvent être enfermés certains accusés est quelque chose d'attentatoire à la présomption d'innocence. Je veux bien faire, j'allais dire semblant de comprendre cet argumentaire, je le trouve excessif parce qu'à ce moment-là, poussons le raisonnement plus loin. Quelqu'un égorge quelqu'un en public. Et la période de terrorisme que l'on vit, on peut hélas imaginer que ce soit un jour quelque chose qui se passe. Égorge en hurlant à la Akbar dans la rue, égorge quelqu'un. Nécessairement, il est interpellé. Les forces de l'ordre sont présentes, par hasard à proximité, l'interpellent. Il est menotté. On va me dire demain que le menotté, c'est déjà attenter à sa présomption d'innocence, alors que quand bien même il aurait égorgé publiquement, il est présumé innocent. Parce que la présomption d'innocence ne se morcelle pas, ne se partage pas, ne se découpe pas. Elle est ou elle n'est pas. Personne ne va me dire que menotter quelqu'un qui vient d'égorger quelqu'un, ne serait-ce que pour, dans l'instant, l'empêcher de nuire, est attentatoire à sa liberté ou à la présomption d'innocence. Donc je crois qu'il faut arrêter. Le jour où il y aura une prise d'otage en plein tribunal, parce qu'on aura jugé des mafieux ou des grands délinquants qui auront essayé d'organiser leur liberté, que dira-t-on ? Qu'après tout, la vie d'un juge vaut moins qu'une garantie ou une sécurisation. Je veux dire, la sécurité fait partie d'une préoccupation du quotidien et on doit, à mon sens, pouvoir en tenir compte. Et après, sur la détention provisoire, vous n'avez pas tort. Il est certain, et c'est pour ça que certains avocats combattent aussi durement sur un plan strictement procédural, c'est-à-dire se désintéressent pendant très longtemps du fond de la procédure, parce qu'ils savent que sur le fond, ils n'ont pas grand-chose à dire. Mais s'attache à la procédure, qui est une garantie de démocratie, on est d'accord aussi, s'attache à la procédure pour essayer de faire tomber, comme on dit, la procédure, et obtenir la libération de leur client. Parce qu'une fois que le client est libre, on peut ensuite mettre en place une stratégie pour retarder au maximum la décision de justice, et si on arrive à la retarder pendant de très nombreux mois, voire de nombreuses années, lorsque la personne est jugée, le décalage est tel qu'il devient plus compliqué de la renvoyer en prison. Pas juridiquement, mais humainement. À un moment donné, ça n'a plus de sens de condamner à de la prison quelqu'un qui a commis des faits, enfin en tout cas pas trop graves, 10 ans auparavant. Et en matière économique et financière, c'est un combat que mènent les avocats avec énormément de talent. Oui, c'est vrai que si vous êtes incarcéré au moment d'être jugé, il y a sans doute statistiquement plus de risques qu'il y ait une peine de prison prononcée et qu'elle s'exécute dans la foulée.
Je ne peux pas dire le contraire, c'est une vérité statistique. Mais je dirais c'est pas un jeu, je dirais aussi, parce qu'il y a aussi une autre question qui peut se poser. Et les avocats ont pu vous dire effectivement l'attachement qui est le leur, mais c'est celui de tout le système judiciaire à la liberté, bien évidemment. Mais condamner quelqu'un après une période de détention provisoire, dont on pose par principe qu'elle était justifiée. Une personne ensuite libérée, et les faits sont d'une telle gravité qu'elle repart en détention. On le voit dans certaines affaires criminelles de viol, vous avez une personne qui a fait 2 ans, 3 ans de détention provisoire, qui est libérée, qui comparaît 2 ans, 3 ans plus tard, qui a pu refaire sa vie, entamer un parcours de réinsertion, et qui est condamnée parce que les faits qu'elle a commis sont d'une extrême gravité à 10 ans de prison. Elle y repart le soir même. Est-ce qu'il n'est pas parfois moins dur? Ça n'est pas dans les critères de la détention, mais est-ce qu'il n'est pas parfois humainement moins dur de faire sa peine dans la foulée, plutôt que d'avoir regoûté à la liberté, d'avoir peut-être entrepris de vraies démarches avec une réelle sincérité pour se réinsérer dans notre société, pour ensuite y retourner? Voilà, ce sont des débats et des questions qui ne doivent pas être évoqués, me semble-t-il, de manière manichéenne. Rien n'est noir ou blanc. Ça tombe bien que vous parliez de ce qui est humainement moins dur. J'aurais une petite vidéo à vous montrer et j'aurais bien aimé savoir votre réaction. Because my son was recently killed last year, so they cut my check because he had owed money. I'm going to reduce this to $50. That's not going to leave you without any money, is it? I'll leave it with $5. Thank you, Your Honor. I'm not going to leave you with $5. I'm not going to leave you. I'm going to dismiss everything. You violated the city ordinance. Why are we going viral? And I think it's because people are so accustomed and conditioned to the institutions of government coming down, hard on them without regard for any personal situations. Life is difficult with this. Your mom is charged with parking on the sidewalk. And that fine is $100. So you have not had breakfast today. Oh. Well, suppose I make a deal with your mom. Okay? If she buys you breakfast when you leave, then I'll dismiss it. Is that a good deal? I don't wear a badge under my roof. I wear a heart under my roof. Est-ce que ce serait possible de voir ce type de scène un jour en France? Pas complètement. Pas complètement. Parce qu'on n'a pas tout à fait le même c'est pas une question d'être humain, me semble-t-il, c'est aussi une question de système juridique où on n'imagine pas en France un juge parler de deal, comme il le fait sur les dernières minutes de cette vidéo, mais parce que l'Américain n'est jamais gêné par la négociation, par l'idée de négociation, le fameux le plaidé coupable qu'on a adapté, le plea bargaining, où effectivement ils peuvent négocier pas seulement la peine, ce que l'on fait nous en France, mais également la qualification pénale. Et on peut très bien arriver à ce que quelqu'un accepte une condamnation pour homicide involontaire, alors qu'il a commis un homicide volontaire. C'est quelque chose qui intellectuellement ne choque pas l'Américain. Question de culture, le Français, lui, ne peut pas. Dans notre système cartésien, on veut bien discuter d'une peine, on veut bien, à la limite, négocier la peine pour tenir compte de réalités concrètes, mais on ne veut pas transformer la qualification juridique à apporter aux faits et dire que ce qui est volontaire ne l'est pas. C'est quelque chose qui, pour le coup, nous paraîtrait injuste. Donc cette différence de culture juridique fait que le système est évidemment différent. Par contre, je dirais tenir compte de la situation, c'est une obligation du juge, y compris du juge pénal. Et vous avez de très nombreux textes dans le code pénal, tous ne le disent pas, mais qui précisent qu'une peine d'amende, par exemple, doit être adaptée à la situation de fortune du prévenu. Et vous ne pouvez pas condamner à une très forte peine d'amende un chômeur. La loi l'interdit. Il faut l'adapter.
Par contre, on ne pourrait pas dire non-lieu, c'est-à-dire dire il n'y a pas d'infraction. Mais en France existe ce qu'on appelle la dispense de peine. Dès lors que l'infraction a été réparée, et je dirais parfois le juge est assez souple sur cette notion de disparition de l'infraction. Mais je dirais dès lors que le préjudice n'est pas très important et qu'il y a eu véritablement une démonstration de volonté de la part du délinquant de se réinsérer et de mettre un terme à ce qu'il avait pu faire, et qu'il n'a pas un casier judiciaire à rallonge, comme on dit, avec de très nombreuses condamnations, on peut prononcer cette dispense de peine. Donc effectivement, on vient dire il y a bien eu une infraction, mais on ne vous condamne à rien, très concrètement. Vous avez déjà prononcé ce type de... Alors requis ou prononcé quand j'étais au siège, oui, tout à fait. Ça se fait, je dirais pas tous les jours, enfin à l'échelle de la France, si, absolument tous les jours. Des dispenses de peine, j'en ai requis en 30 ans des centaines. Des centaines. On essaye et on se doit d'adapter la réponse pénale à la gravité objective, mais aussi à la personnalité du délinquant et aux efforts qu'il peut faire, notamment aux efforts d'indemnisation des victimes. Donc, bon, sous une forme peut-être moins médiatique, je dirais on trouve ce genre de réponse ou d'adaptation de la réponse, cette forme d'indulgence, parce qu'au fond c'est une forme d'indulgence, mais qui est liée moins tant peut-être à la situation sociale du prévenu qu'aux efforts qu'il tient à manifester pour corriger ses erreurs et surtout indemniser les victimes. C'est souvent cela, je dirais, qui amène au plus d'indulgence, c'est l'effort que l'on peut faire pour vis-à-vis de la victime pour l'indemniser. Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Éric Maillot d'avoir accepté de répondre à mes questions.